Chapitre 3. Dériver vers l'acceptation. Système Alpha Centauri. Cette phrase résonnait dans ma tête depuis 2 bonnes minutes. À mesure que les secondes défilaient sur le cadran principal, j'assimilais avec douleur et amertume l'information. Mon cerveau tentait de refuser la nouvelle. Inconsciemment, je cherchais une échappatoire pour ne pas me heurter à la dure réalité. Le vaisseau était encore en alerte suite au passage dans le trou de verre qui avait sérieusement endommagé l'intégrité de la structure. Plongé presque dans le noir, seul le clignotement des lumières des sécurités faisait office d'éclairage. J'étais partagé entre la peur, la nervosité et la colère de m'être fourré dans une telle situation. Ava ne perdit pas une seconde et m'annonça encore une fois, avec gravité, que les moteurs avaient perdu de leur puissance et que sur les trois, un était dans un état critique. Merde, fais chier, bordel hurlai-je pour extérioriser ma colère. Votre tension est en train d'augmenter considérablement et vous consommez beaucoup d'oxygène. Ferme-la, va laisse-moi tranquille criai-je à nouveau, seul dans le cockpit. Des larmes de rage et de tristesse perlaient sur mes joues. Mon cœur s'emballait à l'idée de devoir rester là pour l'éternité, seul dans une boîte de conserve errante dans les tréfonds de l'espace. Je fonçais vers l'inconnu sans objectif, sans possibilité de contacter qui que ce soit. J'étais totalement livré à moi-même. Je ne pouvais pas rester ainsi. Il me fallait trouver une solution. Je n'allais pas accepter la mort aussi facilement. Je m'agitais dans tous les sens en cherchant des moyens de gagner du temps et de l'énergie pour arriver à Proxima B. Je regardais l'état des moteurs situés à l'arrière de la navette. De l'intérieur, tout semblait normal. Il n'y avait ni câble dénudé, ni trou dans le fuselage, ni étincelle. Mais ce qui était clair, c'est que je manquais de puissance. L'appareil s'arrêtait brièvement, quelques secondes à peine, avant de repartir en saccade, comme si les moteurs s'éteignaient et redémarraient aussitôt. La question à présent était combien de temps me restait-il avant que les moteurs ne lâchent définitivement. Mes mains tremblaient de plus en plus à mesure que les minutes s'égrenaient, me rapprochant inévitablement de la fin. Une violente vague de peur s'empara de tout mon être. J'avais du mal à respirer, je cherchais de l'air, mais je ne parvenais pas à remplir mes poumons. J'avais des spasmes musculaires, tout mon corps se crispait, tétanisé à l'idée de mourir ainsi. J'avais lu que mourir d'asphyxie était une mort atroce, particulièrement lente. Ce n'était pas tant la douleur qui m'était insupportable, mais cette lancinante agonie. Ce sentiment de voir son corps abandonné à chaque seconde, cherchant désespérément de l'air pour survivre. Dehors, personne ne m'entendait hurler de rage, seul Ava assistait à ma détresse. Cela faisait une bonne minute que j'extériorisais ma haine et ma frustration. Épuisé, à bout de force et le visage humecté de larmes, je me laissais tomber au sol totalement abattu. C'était la première fois de ma courte vie que je me sentais aussi seul. Face à la mort, nous sommes tous seuls, nus, avec nos doutes, nos démons et nos peurs. Les minutes devinrent des heures, puis des jours aérés dans l'immensité glaciale de l'espace, indomptable et sans merci. Les premières semaines, j'avais tenté de me remettre en sommeil cryogénique, mais le passage dans le trou de verre l'avait endommagé aussi. J'aurais préféré dormir pour l'éternité. J'ai tenté de réparer le stockage d'oxygène, mais encore une fois les dégâts étaient trop importants et je n'avais pas les compétences nécessaires pour les réparer. On ne s'imagine pas à quel point le temps peut être long dans l'espace. Cette lenteur devenait effrayante, oppressante. Ce calme, cette plénitude astrale, qui d'ordinaire aurait pu être salvatrice, devenait mon pire cauchemar. Je pouvais entendre les battements de mon cœur à tout rompre. Même si je faisais des efforts pour économiser mon air, je n'y parvenais pas. Comme le disait souvent William, j'ai toujours été une jeune femme pleine de fougue et directe. Je n'y allais rarement par quatre chemins et je savais ce que je voulais dans la vie et surtout ce que je ne voulais pas. Je crois que cette indépendance, cette solitude, venait de l'abandon de ma mère. Il y avait tant de choses que j'aurais aimé lui dire, que rien n'était de sa faute. William s'en était toujours voulu de son départ précipité, mais elle ne comprenait pas ce qu'il faisait. Elle ne savait pas que son travail était important pour l'humanité. Jamais je ne me suis senti délaissé par lui, même quand il travaillait d'ailleurs. Il était là pour moi. Peut-être qu'avec le temps, je m'y étais accommodé, me demandai-je soudain. Certes, nous ne vivions pas comme les autres, je n'avais pas eu une enfance normale. Mais j'aimais apprendre, découvrir, développer mes compétences et mon intellect. Contrairement à William, je n'avais pas sa capacité à pardonner, à oublier.
Depuis mes 10 ans, je lui en voulais de m'avoir laissé. Il aurait très bien pu déléguer cette tâche et superviser depuis le centre des opérations, mais non, il fallait qu'il parte. J'ai vécu les pires années de ma vie par la suite. J'enchaînais les dépressions, les déceptions amoureuses. J'étais incapable de tenir une relation plus de quelques mois. Mon plus vieux souvenir d'un garçon était Ben Walter, un camarade de classe qui aurait fait n'importe quoi pour moi, et pourtant je l'ai laissé sans rien lui dire. Consciente qu'il s'agissait d'une résurgence d'un traumatisme passé, j'en voulais profondément à mes deux parents. Mais à cet instant, alors que l'oxygène manquait de plus en plus, je regrettais de ne pas avoir souvent dit à mon père que je l'aimais. Combien j'étais fier de lui, et jamais je ne m'étais senti en insécurité avec lui. Je ne lui avais jamais dit que j'aimais chaque seconde passée en sa compagnie et qu'il était ma plus grande source d'inspiration. Quant à ma mère, j'avais toujours ce regret de ne pas lui avoir avoué que je lui avais pardonné depuis tout ce temps. 3 mois se sont écoulés et je progressais toujours dans l'obscurité astrale. Ava reprit contact après de longs moments de silence. Elle semblait plus compatissante, plus douce, en assistant à ma détresse. Je remarque que vous avez des carences en fer et en vitamines. Vous devriez vous nourrir, suggérait-elle, exprimant une inquiétude et un vif intérêt pour ma santé. Cela faisait un moment que je ne mangeais plus. À quoi bon puisque j'allais y passer de toute manière? Et même, je n'avais pas assez de force. Je préférais rester devant le hublot central à contempler les étoiles. Le paysage qui s'offrait à moi était magnifique. Je voyais le soleil et Centauri A flotter au loin, gigantesque. Au moins, je partirais en voyant un spectacle unique et incroyable, semblable à nul autre. Pourquoi faire, Ava? Je suis cuite de toute manière, autant que ça aille plus vite, et en étant totalement dénutrie. Je suis bien attristé de l'apprendre. Hélas, je ne peux malheureusement rien faire hormis vous donner des conseils. Et selon mon estimation, il reste moins de 10% d'oxygène. Affalé comme un vieux sac sur le sol, je haussai les épaules en guise de réponse. J'avais perdu quelques kilos et mon visage pâlissait de jour en jour. Je ne dois pas être belle à voir, dis-je à haute voix sans attendre de réponse. Vous avez un miroir dans la salle de bain, rétorqua Ava du tac au tac. Mais sans avoir besoin de vérifier, je savais que je n'étais plus la même. Je sentais mes forces disparaître, mon corps s'amaigrir. Ma respiration devenait de plus en plus saccadée. J'avais la tête d'une junkie en manque depuis des jours alors que je n'ai jamais touché à la drogue. Combien de temps encore pour arriver à Proxima Bay demandai-je en sachant que je n'y parviendrais jamais vivante. Selon mes estimations, les moteurs devraient s'arrêter dans moins d'une semaine. Au vu de leur détérioration, et sans assistance pour y remédier. Il vous reste maintenant 7% d'oxygène, et de votre position actuelle, il vous faut encore 6 mois pour aller jusqu'à Proxima B, si le véhicule ne change pas de trajectoire entre-temps, car vos moteurs vont lâcher et vous serez en totale perdition. Youpi lançai-je d'un ton résigné et abattu. Je n'avais même plus la force de hurler, de m'énerver. J'avais littéralement abandonné, lâché prise. Je me laissais aller vers la mort, sans rechigner, sans me battre. À quoi bon? Le manque de nourriture et d'oxygène me plongeait progressivement dans un état de léthargie. Votre état de santé est critique. Je vous recommande de vous nourrir, ordonna Ava. Laisse-moi mourir en paix, lançai-je d'une voix faible. Mon manque d'eau, de nourriture, me provoquait des hallucinations. Dans l'obscurité de la capsule, j'avais l'impression d'apercevoir William dans un coin de l'habitacle. Salut ma chérie. Papa? Répondais-je en relevant péniblement la tête dans sa direction. Je suis là. J'ai toujours été là avec toi. Je ne t'ai jamais quitté. Je t'aime tellement et je suis fier de la personne que tu es devenue. Tu me manques tellement. Pourquoi tu m'as abandonné? Demandai-je d'une voix tremblante. Les mots avaient du mal à sortir de ma bouche sèche et déshydratée. Ma vue devenait de plus en plus floue et mon ouïe me jouait des tours. Consciente que ces hallucinations étaient dues à un manque de nourriture, d'eau et d'oxygène, je ne pouvais cependant m'empêcher d'y croire. William était là, devant moi. Tu es devenue une magnifique jeune femme, d'une rare intelligence, annonça William en se penchant vers moi. Ça fait mal? Demandai-je les larmes aux yeux. Aussi rapide que s'endormir, ma puce. Je suis là, je serai toujours là près de toi. Mon cerveau tentait toujours de lutter. Je revoyais de vieux souvenirs d'enfance,
Je me revoyais à 5 ans, courant dans un immense champ de tournesol. J'étais émerveillé de voir cette beauté sauvage si pure et fragile à la fois. Je me revoyais également lors de mon 10e anniversaire, le dernier avec mon père. Il m'avait offert un télescope très haut de gamme pour que je m'initie à l'astronomie. Mon grand-père s'était déguisé en Père Noël, alors qu'il savait parfaitement que je n'y croyais plus depuis longtemps. Pourquoi tu m'as abandonné, papa demandai-je en le cherchant du regard. Oh mon cœur, je suis désolé, je n'ai jamais voulu te laisser, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu es ce qui compte le plus à mes yeux. Tu mens, mais je ne t'en veux plus. Même si j'aimais t'accompagner, tu privilégiais ton travail plutôt que ta famille. Tu avais juste de la chance que je partage pleinement ta fascination pour l'espace. C'est pour ça que maman t'a quitté. Elle a pris la fuite, et je la comprends. Ce soir-là, d'ailleurs, quand tu es parti dans l'espace, tu es parti sans état d'âme, tu m'as abandonné, sans te demander ce que je ressentais, ce que j'allais devenir. Mon esprit pragmatique savait que c'était important, mais l'enfant, caché dans l'ombre, voulait que tu restes, et je m'en veux de ne pas t'avoir retenu. Des larmes de tristesse et de détresse perlaient sur mes joues blafardes. Creusé par la fatigue et le manque de nourriture, je me sentais mourir lentement, manquant d'air, car au vu de ma difficulté à respirer, le niveau d'oxygène devait être proche de 0. Je ne lui laissais même pas le temps de finir sa phrase. Je tentais de me redresser, mais j'étais trop épuisé pour le faire. Je ne sentais presque plus mon corps. Tout semblait compliqué, respirer, parler. Je sais, papa. Ava, finis-je par répondre, tu peux tout débrancher. Alerte, les lumières de sécurité, c'est fini. Accepter ainsi mon sort était insupportable, mais le combat était perdu depuis longtemps. Il m'aurait fallu des mois pour assimiler cette douloureuse perspective. Alors que je fermais les yeux pour partir lentement vers un profond sommeil sans rêve, une lumière aveuglante apparut devant le hublot central. Était-ce la fin? Le passage entre la vie et la mort? Cet instant de délivrance? Je ne pouvais pas fixer cette vive lumière qui éclairait tout le vaisseau. Je ne voyais que l'obscurité à présent qui m'enveloppait pour m'emmener jusqu'au sépulcre.